Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Week Echo. Il y a quelques jours, les résultats des examens de fin d'année ont livré leur verdict. À part le CEP, dont le taux de réussite a légèrement baissé, eh bien tous les autres examens ont donné de forts résultats. 60,50% pour le BEPC et 64,42% pour le bac. Pour beaucoup, c'est le fruit des réformes engagées depuis quelques années. Mais de quelles réformes s'agit-il concrètement et comment comprendre ce fort taux de réussite alors que sous d'autres cieux, eh bien, il demeure relativement faible? Ce sera dans le décryptage avec les confrères. Et puis, on est certes habitué, mais sa survenue constitue toujours et encore un casse-tête. Ce sont les inondations. À peine quelques gouttes de pluie et déjà, certaines rues de Cotonou et ses environs sont envahies par les eaux. On se questionne alors, quelle place pour les politiques de gestion des inondations? On va en parler dans le dossier de la semaine avec le docteur Flavien Dovonou. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous le savez, le premier arrêt qu'on marque, comme d'habitude, c'est le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui très prisée par de nombreux jeunes en fin de formation. Ils s'orientent vers ce secteur sans trop savoir ce à quoi s'attendre. Quelles sont les filières d'opportunités qui s'offrent à ces jeunes? Éléments de réponse dans ce reportage de Patrick Adjagbodjou. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soient respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune.
toi aussi tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser ces données informatiques? Élément de réponse dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Des alternatives aux pesticides existent. Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Plusieurs autres raisons poussent à adopter de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Anyambossou. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne
du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements, il ne peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs, à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Week Eco se poursuit avec Ilvaïs Balogun. Merci à vous Nadège Omoladessani et sans plus tarder, la revue de presse économique, c'est une présentation de Alexandra Jotan. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse hebdomadaire. Covid-19, le gouvernement instaure un pass sanitaire. L'information fait la une du quotidien Bénin Intelligent avec des détails à la page 3. À la date du 20 juillet 2021, notre pays comptabilise 8324 cas positifs, dont 8125 guéris et 107 décès. La Covid-19 gagne du terrain. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 21 juillet, le gouvernement a sonné l'alerte et appelé à plus de rigueur dans l'organisation des manifestations d'envergure. Face à la tendance à la hausse enregistrée depuis quelques semaines, la vaccination devient impérieuse et le gouvernement entend la rendre exigible pour la participation aux manifestations entraînant un grand monde, détaille La Nation, le journal du service public. L'information est également relayée par d'autres quotidiens, dont Fraternité et Nouvelle Expression. En dehors de la santé de la population, le bien-être de la femme préoccupe également le gouvernement. Protection et promotion de la femme, le pouvoir change de tactique. Placade le quotidien Bénin Intelligent qui informe de la rénovation de l'Institut national de la femme. Les nouveaux statuts de cette instance ont été adoptés en Conseil des ministres. Cet institut est un véritable cadre de concertation avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection et à la promotion de la femme. Mieux qu'avant, l'égalité du genre sera une réalité, peut-on lire dans le quotidien Fraternité, car l'institut sera dorénavant présidé par une femme, disposera d'un conseil d'administration et sera doté d'un secrétariat exécutif tenu par une femme. Les fonctions de l'équipe sont entre autres militer pour la représentativité, la promotion publique et politique de la femme, tout en travaillant pour la dignité et l'épanouissement de cette dernière au sein de toutes les sphères. Action sociale, le gouvernement mobilise 328 milliards de francs CFA. Ces nouvelles expressions qui apportent l'information
tout en précisant l'origine de cette somme. Le Bénin a réalisé sa première émission d'obligations internationales dédiée au financement de projets à fort impact sur l'atteinte des objectifs de développement. La première pour un État africain, précise l'auteur de l'article. Ces échanges, selon l'événement précis, ont été l'occasion pour le ministre de rappeler aux investisseurs les objectifs et résultats concrets du Bénin en matière d'atteinte des cibles ODD, ainsi que la résilience économique remarquable du pays face aux chocs exogènes dont la crise de la Covid-19. Fin de cette revue de presse, à dimanche prochain. Et voilà, je l'annonçais, cette année, les taux de réussite aux examens du BPC et du bac sont assez élevés pour le bac. On parle même du plus fort taux depuis 50 ans. On installe les confrères. Et ils sont installés Adjaï Ponon de Éducation. Adjaï, bonjour. Ulvaïs, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à téléspectateurs. À côté de Adjaï, il y a Yves Patrick Leco qu'on ne présente plus. Yves, bonjour. Bonjour Ulvaïs, bonjour aux téléspectateurs de BB24 qui nous suivent. Alors Yves Patrick, vous avez suivi comme moi, hein, on a dit 60,50% pour le BPC, 64,42% pour le bac. Ce sont là des performances quand même qui viennent réjouir les acteurs du secteur de l'éducation au Bénin. Et pourquoi vous n'annoncez pas le taux de réussite au CEP également? C'est 82%. Oui, il y a eu une légère baisse par rapport à l'année dernière. C'est 82% quand même contre 84% l'année passée. Ouais. Bon, ça veut dire que c'est la même dynamique, encore que c'est le plus fort taux de réussite des examens, voilà, cette année. Donc, 64,42 au bac, vraiment, c'est encourageant. Ça veut dire que plus de 6 élèves sur 10 ont eu leur baccalauréat cette année. Ces résultats démontrent que le système éducatif béninois pouvait mieux faire. On pouvait mieux faire parce qu'on est resté un peu depuis 50 ans dans cette limitation-là. Je ne sais même pas si c'est exprès qu'on le faisait. Cette limitation où le BPC, le bac, pardon, ne donnait pas plus de 50%. On estime que c'est l'examen le plus difficile à avoir et donc... oui, mais c'est un examen. Les gens de tout temps fait croire que cet examen-là pouvait être considéré comme un concours, alors que ce n'est pas le cas. Si des pays sur lesquels on prend exemple souvent, obtiennent même plus de 90% de taux de réussite au baccalauréat. Ce n'est pas la peine qu'on cherche à tamiser tout le temps. Parce que même ceux qui ont eu le bac, tous ne veulent pas forcément aller faire l'université. Il y en a qui ont juste envie d'avoir le bac pour leur CV et puis ça s'arrête là. Donc libérer le baccalauréat, et je crois que c'est... Il ne faut pas trop libérer aussi. Il ne faut pas trop libérer, mais il ne faut pas trop serrer non plus. Donc je crois que c'est vers ça qu'on s'achemine. Voilà. Okay. On va aller de plus en plus dans le vif sujet pour comprendre un peu ce qui a pu expliquer ce faux temps. Mais déjà, Adjaï, dites-moi, quelle lecture est-ce qu'on peut faire de ces résultats-là? Alors, lecture de ces résultats, je dirais que, première chose, les apprenants eux-mêmes se sont mis au travail. Ça, il faut le remarquer parce que généralement, quand ils sont dans les classes intermédiaires, ils pensent qu'ils ont tout le temps de faire ce qu'ils veulent. Voilà, on se met à l'aise, on s'amuse. Mais généralement, les apprenants béninois, quand ils arrivent en classe d'examen, vous les voyez vraiment déterminés et acharnés. Alors, à côté de cela aussi, il y a toutes les réformes aussi qui ont été entreprises depuis quelques années et aussi l'engagement aussi des enseignants. Donc c'est tout ça, tous ces facteurs mis l'un dans l'autre qui ont permis d'atteindre ces différents résultats. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que depuis 2016, on a des années scolaires un peu plus apaisées. Il y a
plus vraiment de grève, sinon qu'il n'y en a plus du tout. Ça, c'est un bon facteur déjà. Bon, il y a eu des grèves en 2016, c'est après que les tests ont été revus, voilà, pour permettre quand même de limiter un peu cet atout-là. Je vais parler d'atout que les enseignants mettaient, sinon les acteurs du secteur éducatif mettaient en avant pour paralyser le système où on fait peut-être cours 1 ou 2 fois par semaine. Je vais parler de 2 jours sur 5 jours. Et puis, les enfants s'adonnaient à autre chose. Le phénomène de cyberdélinquance, ce qu'on appelle Gaiman et autres, pouvait aussi, si on fouille bien, tirer sa source de là. Les élèves ne sont pas occupés, donc forcément, ils mettent le temps à profit pour autre chose. Donc c'est intéressant que les gouvernants, sinon le régime de la rupture a pensé à un peu limiter les choses. On peut en faire un autre débat après sur les droits des travailleurs et autres. Mais ceci a permis quand même d'avoir une concentration, que on soit plus à l'école que dans la rue. Je veux parler des élèves, que les enseignants soient plus en situation de classe qu'à la maison ou à faire autre chose. Et là, ça ne pouvait qu'être bénéfique pour le système. Et ça s'est ressenti dans les résultats. Donc, il faut faire d'autres efforts et privilégier également le dialogue social entre le gouvernant et les gouvernants et les partenaires sociaux que sont les syndicats. Et ceci étant, je crois que le système ira de plus en plus performant. Alors, à Guéhi, on a eu pour le BPC 60,50%. Et il paraît, parce que je ne suis plus en situation de classe, nous ne sommes plus en situation de classe ici, il paraît que désormais la moyenne générale d'au moins 10 sur 20 ne permet plus aux élèves de passer en classe de seconde. Alors, c'est une réforme qui a eu lieu il y a, je crois, 2 années, 2 ou 3 années, voilà. Et c'est un moyen de vraiment mettre aussi les apprenants à l'école, à la tâche. Parce que il faut non seulement passer avoir le BPC, mais aussi passer en seconde, voilà, avec aussi les orientations et tout ça là. Donc cela a permis de faire un tamis. Et en plus de cela encore, quand vous ajoutez Educ Master par exemple, qui a permis vraiment de faire le nettoyage, ça c'est vraiment un nettoyage qui a été fait avec Educ Master. On va en parler tout à l'heure parce que pour beaucoup on ne comprend pas encore ce que c'est, comment ça fonctionne, mais déjà développer, allez-y. Alors bon, Educ Master, avec le travail que Educ Action a fait là-dessus, c'est une plateforme qui permet la gestion du système éducatif et surtout de suivre la régularité des cours, de suivre aussi l'exécution du programme, la présence des acteurs de l'éducation et tout ça. Et donc avec Educ Master, il y a eu un filtre qui a été fait des apprenants qui avaient effectivement les moyennes requises, qui respectaient les conditions d'admission en classe supérieure. Et donc, quand vous allez par exemple dans les établissements, généralement c'est les établissements privés. Quand vous allez dans les établissements privés et que malheureusement quand l'argent passe par là aussi, les apprenants sont facilement admis en classe supérieure, même quand ils ne sont pas présents et tout ça. Donc vous savez tout ce dont je parle. Voilà. Alors avec Educ Master maintenant, tout le monde est inscrit sur une plateforme dans l'enseignement secondaire. Donc tous les élèves sont inscrits sur une plateforme et toutes leurs notes, tous les résultats qu'ils obtiennent, les moyennes et tout ça, tout est enregistré dans la plateforme. Ce qui fait que vous n'avez plus la possibilité de modifier. Donc si au fil des trimestres, les notes sont enregistrées, les résultats sont enregistrés, les moyennes sont enregistrées, à la fin d'année, ce n'est pas la magie que vous allez faire pour passer en classe supérieure. C'est ce que dit la plateforme qui est admis. Donc c'est ce qui est calé dans la plateforme qui est admis. Et voilà que vous ne pouvez pas modifier. Mais qui met ces informations-là sur la plateforme? Ce sont les enseignants et les établissements eux-mêmes qui mettent les informations sur la plateforme. Mais généralement, c'est à la fin de l'année qu'il y a toutes ces magouilles-là qui permettent aux apprenants de passer par-ci, par-là. Donc,
il commence la 6e dans tel établissement, il est là en 6e, en 5e, en 4e, ça ne va pas. Bon, on trouve un moyen de passer par derrière, on va trouver un autre établissement, on l'inscrit en 3e. Alors que normalement, il devait peut-être reprendre la 4e. Ça, je parle des apprenants. Même chose aussi pour la terminale. Et donc, quand vous faites tout ce filtre-là, comme on le dit, c'est la crème de la crème qui reste maintenant pour effectivement compétir, pour passer les examens. Et plus que les gens, ils sont déjà entraînés, ils ont déjà suivi un bon parcours, leur parcours est clair, nickel, et ils sont déjà habitués au travail. Alors quand vient la période des examens, ils sont admis, voilà, c'est tout à fait admis qu'ils aient de bonnes notes et de meilleurs résultats. Voilà, donc c'est ce filtre-là que EducMaster a permis de faire, et ça, par exemple, c'est quelque chose d'appréciable. Encore qu'il reste encore des choses à parfaire, mais c'est déjà bien. Votre regard sur EducMaster? Et si cette plateforme-là n'existait pas, il fallait la créer pour un temps soit peu réduire en fait toutes ces compromissions-là qu'il y avait, où il y avait même, cette plateforme a permis de même faire arrêter des directeurs d'établissement, voilà, où on donnait de faux certificats de scolarité et autres aux élèves. Donc, cette plateforme-là, elle est la bienvenue. Il faut peut-être la parfaire pour arriver à un taux zéro, parce qu'on ne peut pas être sûr qu'on est à un taux zéro de mauvaises donnes et autres. Donc il faut aller au-delà. Et en cela, j'ai aimé le titre d'un journal. Quand le DOB, le directeur de l'Office du baccalauréat, annonçait le nombre de candidats au bac cette année. Un journal a titré que EducMaster a recalé les mauvais élèves du système béninois. Donc, si EducMaster peut continuer ainsi, on aura un système très performant, et ce sera à l'actif de tout le monde, de tout le Bénin. Alors, l'autre chose qu'on ne dit pas forcément aux citoyens, c'est que les chefs d'établissement reçoivent des lettres de mission qui les exigent, ou plutôt qui exigent d'eux un pourcentage pour les examens de fin d'année afin de se maintenir au poste. Alors, cela ne vous paraît pas un peu bizarre quand même qu'on vous donne une lettre de mission et qu'on vous dise vous devez faire tel taux, sinon vous ne maintenez pas en poste? Bon, c'est vrai que je n'ai pas lu le contenu des lettres de mission, mais il faut toujours être qu'il faut missionner les gens. Hein, quand vous nommez quelqu'un, il faut lui imposer une feuille de route qui va guider un peu son action. Donc, c'est en cela que une feuille de route, une lettre de mission est la bienvenue, n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, qu'on impose un taux, le directeur ne va pas faire de la magie. Et on ne peut pas faire de la magie. On peut peut-être dans les classes intermédiaires. Et là, également, ça rejoint un peu EducMaster. Si on doit vous exiger un taux à la fin de l'année pour le baccalauréat ou pour le BEPC, ça veut dire que vous devez commencer vous-même un exercice de tamis. Voilà, depuis la 6e, les mauvais élèves, les tireurs au flanc, ceux qu'on voit. Il y a des élèves fonctionnaires qu'on voit lundi matin et qu'on revoit vendredi soir. Donc, si tous ceux-là sont sortis du système, je crois que les taux d'examen, les taux de réussite aux examens peuvent être améliorés. Donc, mais imposer un taux à un directeur d'école, je ne pense pas que c'est bien conçu. Ça. À Éducation, vous en savez quelque chose? Oui, est-ce que c'est imposé? On ne dira pas imposer, mais je crois que ça s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin, le PAESB. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? C'est les enseignants, les chefs d'établissement, au fur et à mesure, selon les résultats qu'ils produisent, par exemple, à l'année N, par exemple, pour l'année N+1, eux-mêmes, selon le projet d'établissement, quand ils regardent la dynamique qu'ils ont impulsée à l'établissement, ils font des projections. Voilà. Donc, si cette année, par exemple, j'ai obtenu 51% de taux de réussite, vu tout ce que j'ai mis en place après, avec le projet d'établissement et après avoir concerté les différents acteurs, je pense que l'année prochaine, on peut faire peut-être 60%. Donc, tout cela est mis dans une lettre de mission, voilà, et approuvé au niveau central. Et puis,
voilà, on leur envoie ça. Si vous le permettez, au niveau primaire, par exemple, on a constaté que les directeurs ont été déchargés, ceux qui ont eu justement. 0%, en fait, c'est une autre touche parce que là, au niveau de l'enseignement primaire, c'est ceux qui ont eu 0%. Voilà, ceux qui ont 0%, les décharges. Oui, mais c'est pas le directeur d'école qui va composer à la place des apprenants. Est-ce que, si le système n'a pas été assez huilé pour permettre que les apprenants travaillent, et la preuve, à l'époque, ils ont mis en place un collectif mais qui a fait du bruit, mais qui n'a pas eu gain de cause. Alors, au-delà de toutes ces prouesses-là, il y a quand même des défis qui demeurent dans le secteur. On a la formation des enseignants aujourd'hui, la disponibilité même des enseignants qui continuent de poser problème avec l'Aspirana aujourd'hui, qui tend peu à peu à régler ce problème-là, mais le gap demeure. Oui, c'est la formation des enseignants, c'est un problème qui peut être résolu dans le temps. Vous n'êtes pas sans savoir que après les programmes d'ajustement structurel, de nombreuses écoles normales ont été fermées. Et donc, ça fait pratiquement moins de 10 ans que ces écoles ont été réouvertes. Donc, timidement en plus. Donc, certaines promotions sont déjà passées par là. Les années antérieures, 2 ou 3 ans, il y a eu aussi un blocage. Voilà, on a fait une pause aussi pour vraiment faire le point au niveau de ces écoles normales. Donc, la formation des enseignants, c'est un problème qui se résout dans le temps. Et il va falloir qu'on utilise ceux qui sont sur le terrain, notamment ceux qui sont formés par les universités. On va les utiliser en attendant que les écoles normales elles-mêmes soient en mesure de donner l'effectif qu'il faut. Parce que durant toute cette période de passage à vide, là, les apprenants étaient toujours sur le terrain. Il y avait toujours des apprenants. L'effectif des apprenants augmentait. Voilà. Donc, ceux qui étaient là n'avaient pas pu vraiment absorber, oui, dans un certain sens, ces apprenants qui étaient déjà dans les écoles. Donc, c'est au fur et à mesure que les enseignants vont sortir des écoles normales qui seront mis à disposition des écoles et on pourra combler ce gap-là. C'est un processus un peu long. Oui, et en cela, il faut saluer ces promoteurs-là qui ont en temps ouvert des écoles normales privées. Voilà, ces écoles ont permis de quand même former certains acteurs de l'éducation qui sont mis à la disposition des établissements scolaires. Il faut vraiment qu'au niveau des écoles normales, intégrées, d'abord pour le primaire supérieur et école normale supérieure pour l'enseignement secondaire, que le régime tourne vraiment à fond pour pouvoir mettre à la disposition des établissements scolaires, des collèges, des écoles, du personnel qualifié pour pouvoir vraiment entraîner les enfants, entraîner les écoliers, les élèves. Il faut vraiment que la réflexion se poursuive. Voilà. Et on va finir là-dessus. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que cet taux de réussite qu'on a eu cette année s'améliore chaque année de plus en plus? Il faut demander aux directeurs d'école, aux enseignants leurs secrets, qu'ils les partagent avec ceux qui n'ont pas forcément eu de bons résultats. Si vous le permettez, j'ai connu un établissement scolaire que je ne vais pas nommer ici. Surtout pas. Voilà, un collège public qui, à moins de 3 mois du bac, n'avait pas un professeur de mathématiques en terminale C. Moins de 3 mois. Voilà, donc il faut aller par exemple demander à ce directeur d'école-là son secret pour pouvoir entraîner les enfants pour qu'il y ait de bons résultats au niveau de cet établissement. Alors, je crois que pour maintenir ces résultats-là, c'est à plusieurs niveaux. La première chose, c'est d'abord au niveau des établissements d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants et des apprenants aussi. Ensuite, il faut recruter les enseignants en nombre suffisant, notamment dans les matières scientifiques, comme vous l'avez dit. Et c'est généralement les mathématiques, les sciences physiques qui ont généralement ces problèmes-là. Oui, parce qu'on les sacre trop à l'université. Voilà, plus personne n'a envie d'aller faire. Voilà, vous faites la faste, on vous maltraite et vous n'avez pas envie de voilà. Donc, à côté de ça aussi, il faut véritablement que les apprenants eux aussi se prennent au sérieux.
Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le numérique aujourd'hui, avec le numérique, avec le digital, les apprenants sont vraiment éparpillés. Ils n'arrivent vraiment plus à se concentrer, alors que c'est vraiment important qu'ils puissent se concentrer sur leurs études. Et même si pendant les vacances, on a un peu de temps libre, on peut vaquer à d'autres choses, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est pendant l'année scolaire, qu'on se focalise vraiment sur les études et qu'on mette les portables, les jeux, le PlayStation et tout ça, là, qu'on les mette de côté, voilà, que vraiment on se concentre. Ça, c'est beaucoup plus de la responsabilité des parents de veiller à ça. Justement, j'en venais aussi, les parents... Il faut vraiment que les parents aussi s'engagent, que les parents s'engagent véritablement. Parce que si les parents et leurs enfants sont engagés, je crois que même si parfois ça fait défaut au niveau des enseignants, ça peut quand même aller parce que la plupart d'entre nous, pour certains d'entre nous, nous avons aussi étudié en l'absence de certains enseignants, mais quand même nous nous en sommes sortis. Donc c'est quand même possible, mais vraiment il faut que les parents s'impliquent. C'est vrai qu'il faut chercher le pain quotidien, mais même en cherchant le pain quotidien aussi, il faut pas négliger. Il faut avoir un œil à la maison. Il faut avoir un œil à la maison, non aller passer le temps dans les cérémonies par-ci. Merci à vos chers confrères. Adjaïk Bonon, merci d'être passé. Éducation, merci pour vos éclairages, notamment sur EducMaster. Merci Yves Patrick Loco également d'être passé sur ce plateau. On installe tout de suite le dossier de la semaine. Et oui, c'est un chemin de croix désormais cyclique et récurrent à Cotonou. Quelques gouttes de pluie et les inondations ont refait surface. On s'interroge dans le dossier de la semaine sur les politiques qui sont mises en œuvre dans la gestion des inondations. Mais avant de recevoir notre invité, on suit cet élément. D'un bout à l'autre de la planète, les images sont saisissantes. Des maisons, voitures et des villes entièrement englouties par les flots. Des sols fragilisés qui aujourd'hui ne résistent plus à l'intensité des pluies diluviennes. En l'espace de quelques jours, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Chine ont souffert des inondations. De violentes inondations qui, selon les climatologues, ont principalement pour cause l'urbanisation sauvage des villes. Ce n'est pas seulement l'Afrique. L'Europe aussi a connu cette urbanisation sauvage. Et sauvage parce que l'urbanisation a créé pas mal de dommages à l'environnement. Les inondations qui sont enregistrées aujourd'hui ne sont pas le fait des changements climatiques. Certains diront que c'est le changement climatique. Ce serait une erreur d'incriminer le changement climatique. C'est vrai que le climat en est pour quelque chose. Parce que lorsque les pluies qui devaient s'étaler par exemple sur 3-4 mois se concentrent sur 2 mois ou 1 mois, le sol n'était pas préparé pour accueillir ces quantités d'eau qui puissent avoir l'inondation, c'est normal. Là, on ne parlera pas de changement climatique, on parlera beaucoup plus de dérèglement. Certains diront que le climat est devenu fou. Mais le facteur premier des inondations qu'on enregistre ces derniers jours, c'est beaucoup plus lié à l'urbanisation. Le terrassement, la destruction même du couvert végétal au profit des bâtiments, au profit des installations humaines, cette destruction a créé pas mal de déséquilibres au niveau environnemental. L'équilibre environnemental est chaque jour menacé du fait de l'activité humaine. Pour éviter de subir les effets dévastateurs du dérèglement climatique, dont les inondations, il urge de libérer les exutoires d'eau et de respecter les normes de logement social et des politiques locales de l'habitat. Nos habitats, le terrassement au détriment même du couvert végétal, nos installations anarchiques vont toujours créer des problèmes à l'environnement. Libérons les voies naturelles de l'eau, elle nous créera moins de problèmes. Quand l'eau est déjà étalée et installée, il est difficile de la faire partir. Mais éviter qu'elle vienne nous surprendre, c'est beaucoup mieux que d'attendre qu'elle s'étale. Il faut que nous soyons prévoyants et que chaque commune puisse inscrire dans son PTA au moins une ligne en ce qui concerne la gestion de ces eaux qui nous surprennent régulièrement. Gérer efficacement les eaux de pluie en milieu urbain devient un défi majeur dans les projets d'aménagement territoriaux. Selon les climatologues, s'il y a une volonté politique plus forte pour mettre en œuvre des politiques respectueuses de l'environnement,
notre cadre de vie sera moins menacé par la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Et voilà, un bel élément réalisé par Patrick Adiagbodjou. Et je le disais, notre invité sur ce plateau est le docteur Flavien Dovonou, spécialiste en management environnemental et qualité des eaux. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous faire l'honneur. C'est un plaisir. Et pour m'accompagner sur ce plateau, Patrick Adiagbodjou, Rodrigue. Je vous confonds avec Patrick. Hein, et je vais commencer à demander des paiements suite à ces erreurs que vous faites. Mesdames, messieurs, c'est encore un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Alors, si sous d'autres cieux, l'inondation est un fait extraordinaire, comme on l'a vu dans cet élément témoin, eh bien, Cotonou sans inondation pourrait bien relever de l'extraordinaire chez nous. D'ailleurs, les pluies de cette année ont encore laissé certaines zones pratiquement impraticables. Flavien Dovonou, vous êtes spécialiste. Décidément, le spectre de l'inondation n'en a pas encore fini avec les populations de Cotonou et environ. Non, comme vous le savez, chaque année, Cotonou vit les inondations. La ville de Cotonou, chaque année, a les pieds dans l'eau. Et je pense que la fin de ce phénomène cyclique n'est pas de sitôt. Tout simplement parce que quand vous suivez un peu le reportage, le professeur Vicin l'a dit, c'est lié à l'urbanisation sauvage. Cotonou, avec une superficie de 79 km², comporte 30% de cette superficie en bas-fond. 30% au préalable. Et ces 30% de superficie, aujourd'hui, quand vous regardez, ces bas-fonds ont disparu. On a fait des lotissements, on a recassé des gens dans les bas-fonds. Et c'est ça qui explique que quand il pleut, et quand l'eau arrive, en principe, l'eau devrait rester dans les bas-fonds pour pouvoir s'infiltrer dans la nappe. Malheureusement, cette eau ne trouve plus les bas-fonds pour pouvoir se caser. Du coup, elle prend d'assaut les rues. C'est ce qui explique souvent les inondations cycliques que nous avons à Cotonou. Mais on parle d'urbanisation sauvage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les villes s'urbanisent. Les villes doivent s'urbaniser, on n'est pas contre. Mais il ne faut pas s'urbaniser en occupant le lit de l'eau. Il ne faut pas s'urbaniser en prenant d'assaut les bas-fonds. Quand vous venez regarder un peu le cas de ce qui s'est passé en Allemagne, la semaine dernière, les études ont révélé rapidement que c'est le creux, le lit d'un bassin versant qui a enregistré en tout cas la grande inondation, où l'eau a atteint 2 mètres de haut dans certaines habitations. C'est trop, c'est une erreur humaine. Et une autorité allemande a dit que ça fait 400 ans qu'ils n'ont jamais connu de telles inondations. Donc nous aussi au Bénin, si on n'arrive pas à bien manager l'eau, si on n'arrive pas à avoir une politique vraiment anticipative, une politique de gestion de nos eaux de pluie, il va arriver un moment où nous allons connaître de ces inondations. On va en revenir, allez-y. Parce que beaucoup de nos points bas à Cotonou sont occupés par des maisons. On va en revenir sur vos propositions en matière de politique de gestion des inondations au Bénin, mais déjà, dites-nous, à qui imputer concrètement la responsabilité? Puisqu'on parle d'urbanisation sauvage, à qui imputer la responsabilité? Est-ce aux citoyens ou à l'État? La responsabilité est partagée. Elle est partagée en ce sens que celui qui sait très bien que les bas-fonds ne doivent pas être occupés et recase des populations dans les bas-fonds, il est responsable, en partie, du fait que les inondations arrivent dans ces zones. La responsabilité est partagée en ce sens que les caniveaux qu'on nous a construits à grands frais pour pouvoir drainer les eaux de pluie, aujourd'hui, nous les bouchons. Il y a beaucoup de caniveaux qui ont été transformés en poubelles. Il y a beaucoup de caniveaux qui sont bouchés et personne ne débouche. Du coup, quand il pleut, l'eau ne trouve plus d'issue pour aller vers le lac Nokoué. L'eau est obligée de stagner. L'eau ne trouve plus d'issue pour aller vers la plaine côtière. L'eau est obligée de stagner. Donc les responsabilités sont partagées. Est-ce que selon vous, si jusque-là ces inondations persistent, c'est parce que depuis de nombreuses années, 20 ans je dirais, parce que c'est il y a 20 ans qu'on a réellement commencé à sentir cette vague d'inondation, est-ce que selon vous, depuis ces 20 ans-là, c'est parce qu'il n'y a pas eu une politique certaine ou pratique, je dirais, efficiente pour pallier justement ce phénomène? Et pourtant, il y a eu beaucoup de projets, programmes. Exactement. Oui, vous le savez très bien que moi. Cotonou en campagne contre les inondations, Cotonou en lutte contre les inondations.
toutes ces stratégies ont eu des résultats mitigés. Mitigés. Parce que chaque année, le phénomène se répète. Oui. Moi, je pense qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est carrément de vider Cotonou. Carrément. Pour aller construire une nouvelle capitale économique ailleurs et laisser Cotonou. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'avoir de lourds investissements. Lourds investissements pour que on ne vive plus les inondations. Ça va être extrêmement cher et extrêmement difficile. Tout simplement parce que le relief de Cotonou ne va pas s'y prêter. Cotonou a un relief plat. Et quand le relief est plat, l'eau n'arrive pas à couler facilement. L'eau a besoin d'une pente pour pouvoir couler de façon naturelle. Si vous voulez aujourd'hui enlever toutes les eaux de Cotonou, après quelques heures après les pluies, il va falloir forcément revoir la stratégie. Avoir des pompes aspirantes et refoulantes pour pouvoir sortir le maximum d'eau de la ville. Alors je m'interroge. Quand vous venez de donner deux options, alors on sait que le gouvernement a le programme d'assainissement fluvial dont le financement est presque déjà bouclé. Alors, à vous entendre, ce programme ne servira à rien non plus. Non, le programme d'assainissement fluvial, dans fluvial, vous avez fleuve. Bien sûr. Et dans ça, on met les lacs aussi. On ne parle pas de la même chose. Ici, nous parlons des eaux pluviales, qui sont des eaux qui tombent après les pluies et qui doivent pouvoir être transportées vers les points bas. Par contre, ce que vous dites, c'est comment faire pour bien protéger nos lacs. Non, le programme d'assainissement pluvial qui prend en compte Cotonou. Ah, j'avais entendu fluvial. Non, pluvial. Très bien. Si c'est pluvial, là, j'adhère à ce que vous dites. À savoir que ce programme va se dérouler. Ce programme va se faire. Et nous allons voir les résultats. Oui. Mais les résultats risquent d'être mitigés, puisque vous dites qu'il faut carrément déguerpir le Cotonou. Les résultats ne seront pas mitigés. Les Pays-Bas, par exemple. Voilà, c'est un pays qui est en dessous du niveau de la mer. Et toutes les eaux des pays limitrophes viennent aux Pays-Bas. Et pourtant, ils ne connaissent pas vite des inondations. Si nous sommes prêts à investir beaucoup de milliards dans le secteur, nous allons avoir des résultats. On ne peut pas tout de suite dire que ça va échouer. Non, moi je suis positif. L'asphalte qui a été fait, nous avons vu aujourd'hui. Il y a des quartiers qui, par le passé, étaient inondés rapidement. Mais aujourd'hui, on a vu, ces quartiers ne sont plus inondés. Cela veut dire qu'il y a des résultats qu'on a obtenus. Et c'est probant, c'est intéressant. On doit pouvoir aller dans le même sens. Aller dans le même sens. Et puisqu'on parle de projet d'assainissement pluvial, est-ce qu'il faut axer uniquement les actions sur le pluvial ou il faut également penser au fluvial? Parce qu'il y a deux catégories d'inondations. Il y a les inondations du point de vue fluvial et celles du point de vue pluvial. Oui, c'est vrai. Il faut rien écarter. Le cycle de l'eau tient en compte à la fois l'eau atmosphérique, l'eau de surface, les eaux souterraines. Alors, quand c'est comme ça, tout programme que vous voulez faire doit être un programme intégrateur. À savoir qu'il n'y a pas de limite entre ces différents compartiments. Tout ça fait partie intégrante du cycle de l'eau. Alors, donc, si nous voulons faire un programme d'assainissement pluvial, c'est une très bonne chose. Au même moment, aller au programme d'assainissement fluvial, c'est aussi une très bonne chose. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous savez que les inondations ne sont pas que négatives? Non. Les inondations ont des aspects positifs. Quand vous allez dans la vallée de l'Ouémé et vous dites que vous voulez lutter contre les inondations, on vous dira non. Parce que ça fertilise les sols. Après les inondations, au moment du retrait de l'eau, il y a des limons argileux qui sont là, qui fertilisent le sol, et c'est ça que le paysan utilise, c'est ça que l'agriculteur utilise. Donc ces gens-là, par exemple, ne vont pas accepter. Eux, ils ont besoin que les inondations aient lieu. Mais nous, à Cotonou, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'on va en faire? Tout à l'heure, dans vos propos, vous recommandiez que toute la ville de Cotonou soit vidée. Mais est-ce à dire que Cotonou, en temps normal, ne devrait pas être habité? Alors, quand je dis toute la ville, je n'ai pas dit toute la ville. J'ai dit qu'il faudrait que Cotonou soit vidé. Okay. Cela veut dire quoi? Que des infrastructures, des équipements, des ministères qu'on peut enlever de Cotonou pour amener sur la terre ferme. Calavi est une terre ferme, Glo est une terre ferme, Alada est une terre ferme. Parce que vous voyez, si c'est possible
de les déloger. Cela fera que beaucoup de personnes qui ont l'habitude de dormir à Cotonou seront obligées d'aller vers ces endroits-là. Aujourd'hui, vous pensez que c'est une bonne chose où chaque matin, il faut faire des bouchons avant de venir travailler à Cotonou et le soir de repartir. Il est possible de ne plus assister à ces go-slow-là si nous délocalisons quelques ministères, quelques sociétés qui drainent beaucoup de monde. C'est une solution. À défaut d'investir beaucoup de milliards pour sortir Cotonou de l'eau. À vous entendre, vous devez vous réjouir de ces opérations du gouvernement visant à demander aux populations qui habitent des zones qui sont censées être des exutoires d'eau de déguerpir. Oui, ce n'est pas la fait de se réjouir. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. L'homme est un être vivant, animal terrestre. Il n'est pas un être vivant, animal aquatique. Pourquoi vous voulez qu'on reste dans l'eau? Et quand vous vous rapprochez bien de ceux qui sont dans l'eau, ils sont soumis à beaucoup de maladies. C'est dans les eaux que vous avez beaucoup de moustiques qui pullulent. Et dans les eaux que vous avez beaucoup de mouches, vous avez beaucoup de pucerons. Vous voyez, ce n'est pas un milieu où l'homme doit pouvoir rester. Non, non. Donc, moi, je trouve que c'est une décision salutaire si l'État décide d'enlever ceux-là. Maintenant, il ne faut pas faire un déguerpissement sauvage. Je suis contre ça. Il y a le volet social dans tout ce que nous faisons. Bien sûr. Alors, donc, il faut accompagner ceux-là. On peut mettre en place une politique où l'État va trouver les terres et eux-mêmes vont construire pour partir. Ou alors, l'État va pouvoir construire des logements pour eux et demander à ce que, il y ait un coût social, mensuellement quelque chose pour quitter ces milieux. Alors, Flavien Dovonou, vous êtes scientifique, spécialiste en management environnemental et qualité des eaux. De quelle manière est-ce que les scientifiques sont impliqués dans justement la trouvaille de la politique correcte et efficiente de gestion des inondations? Alors, vous savez, à l'université, il y a des laboratoires. Et dans les laboratoires, il y a des étudiants qui travaillent. Nous avons des thématiques de recherche. Et au jour le jour, les étudiants font des recherches sur la base des projets ou sur la base de leur thème de mémoire et tout, et il y a des résultats qui sont sortis. Maintenant, est-ce que nous exploitons ces résultats? C'est la question. C'est la grande question. Moi, je crois que des solutions adaptées aux problèmes d'inondation à Cotonou existent, mais il va falloir essayer de les appliquer. Mais qu'est-ce qui justement empêche leur application? Ce qui empêche leur application, c'est cette éducation que nous n'avons pas, à savoir que la recherche doit pouvoir contribuer au développement. Voulez-vous dire que le gouvernement ne s'intéresse pas aux recherches faites ou par que les l'université ou que l'université ne vulgarise pas assez pas nécessairement ce gouvernement. Même par le passé, quand vous fouillez un peu les chiffres, la recherche, c'est le parent pauvre de l'éducation. Tout le monde le sait. Alors, mais quand des étudiants font des innovations, ils trouvent des solutions aux problèmes, mais d'abord, il n'y a pas la vulgarisation. La presse n'en parle pas trop, vous comprenez? Deux, personne ne leur dit ce sujet sur lequel vous avez travaillé, donnez-moi, nous allons utiliser. Aujourd'hui, quand moi j'encadre des étudiants qui travaillent dans une commune et ils soutiennent leur mémoire de licence ou de master, je dis allez donner copie au maire, allez donner copie au CST, allez donner copie au DST, pour que au moins puissent savoir que sur mon territoire, il y a eu un problème, voici les approches de solutions. C'est déjà un début. Est-ce que vous voyez? Il faudrait que la presse s'intéresse à ce qui se passe à l'université, que la presse s'intéresse à la valorisation des mémoires de recherche. Donc, nous n'allons pas attendre toutes nos solutions de l'extérieur. Eux aussi ont leurs problèmes. Ils ne peuvent pas nous régler tous nos problèmes. C'est à nous maintenant de prendre conscience qu'il est capable, il est temps que l'Africain se prenne en charge pour régler ses problèmes. Eh bien, je suis d'accord avec vous qu'il faille que les médias fassent la promotion des recherches faites à l'université ou par les scientifiques. Mais est-ce qu'il ne faut pas que l'université elle-même se porte vers les ministères ou vers les cadres ou vers le gouvernement pour proposer justement des solutions? Alors, c'est une très bonne chose. Si vous avez des grilles où on peut venir parler de nos résultats de recherche sans nous facturer,
je vais vous trouver des gens pour en parler. Mais on a peur que vous nous adressiez une facture. C'est là le vrai problème qu'il faut dire. Donc, je crois qu'il faut un problème de partenariat. Protocole d'accord. Pour que les meilleures mémoires, les meilleurs résultats de recherche, on puisse commencer par les vulgariser. Très bien, Flavien Dovonou, vous êtes spécialiste en management environnemental et qualité des eaux. On est au terme de ces échanges. Un mot de fin? Le mot de fin, c'est de remercier tous les différents acteurs qui travaillent pour la bonne gestion de notre cadre de vie. C'est de leur demander d'anticiper. Les inondations créent souvent de grands dégâts. Il faut anticiper en essayant d'avoir des systèmes d'alerte précoce efficaces pour que, avant que l'eau n'arrive dans une localité, qu'on puisse déloger les populations, qu'on puisse faire la récolte, qu'on puisse enlever les étangs qui peuvent être menacés ou bien détruits par ces eaux. Deuxièmement, c'est un mot à l'endroit des populations, c'est de leur dire qu'il ne sert à rien de rester dans l'eau. Vous restez dans l'eau, vous êtes soumis à des maladies hydriques, etc. Donc, il faudrait que nous prenions conscience des infrastructures que l'État a eu à nous construire à grands frais. Ces caniveaux, ces collecteurs sont faits pour drainer les eaux de pluie et non pas nos eaux usées domestiques. Donc, pas de branchement illicite à ces collecteurs. Et ça nécessite que nous-mêmes nous entretenions ces caniveaux-là. Absolument, il faut entretenir, il ne faut pas y mettre de déchets, il ne faut pas y mettre du sable. Merci Flavien Dovonou. Usaïs Balogun, on retient qu'il faut une prise de conscience des citoyens parce que avoir des villes non inondées ne revient pas seulement à l'État. C'est une responsabilité qui incombe à tout le monde. Docteur Flavien Dovonou, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, monsieur. Ce sera tout pour Week-Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, sur la page Facebook de Bénin Business 24 et sur la page Facebook de votre émission Week-Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Merci.